tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Isère Mag pour revenir en images sur quelques-uns des sujets qui font l'actualité du magazine Isère Mag de ce printemps. Pour ça, on a choisi de s'installer au bord de l'eau, au bord du lac de Paladru plus précisément. Vous allez vite comprendre pourquoi, puisque je tiens dans les mains le numéro 45 d'Isère Mag qui va nous conduire à la pêche aux infos concernant la politique de l'eau menée par le département en compagnie du vice-président qui a la charge de ce dossier. Mais avant de retrouver Christophe Reville, je vous laisse jeter un œil au sommaire. Avec ou sans eau, les ENS célèbrent les 20 ans des rendez-vous nature. Depuis 2023, la manifestation organisée par le département a permis d'accueillir plus de 200 000 visiteurs dans les espaces naturels sensibles. Cette année encore, plus de 280 événements et animations sont proposés gratuitement jusqu'au 6 octobre. Dehors si j'y suis, régulièrement cité pour ses expositions dans l'ancien couvent Sainte-Marie-d'en-Haut, le musée dauphinois veut aussi devenir un lieu de promenade remarquable pour ses extérieurs. Le département mène actuellement des travaux pour embellir et valoriser les jardins et les ouvrir aux personnes à mobilité réduite. Et puis une exposition divine au musée Champollion de Vif qui nous montre que Jean-François Champollion n'était pas que le déchiffreur des hiéroglyphes. Fasciné par les dieux et déesses de l'Égypte antique, il va mener l'enquête pour les identifier, restituer leurs fonctions et iconographie et les inscrire dans son panthéon. Et qu'est s'appelle Orio l'Isère. Elle traverse des montagnes et des plaines avant de se jeter dans le Rhône. Elle a même donné son nom à notre département, c'est l'Isère. Mais la rivière n'est pas la seule ressource en eau douce sur notre territoire, qui compte 8000 km de rivières, 12 grands lacs et un millier d'étangs. Pour qui réchauffement climatique oblige, la vie n'est plus tout à fait un long fleuve tranquille. Des histoires d'eau que l'on va détailler un petit peu avec vous, Christophe Reville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du département délégué justement à la gestion de l'eau. Alors il est vrai que quand on pense Isère, on voit en premier lieu les montagnes, mais comme je viens de le rappeler, ce n'est pas tout à fait le cas, uniquement le cas en tout cas. La gestion de l'eau, ce n'est pas une compétence du département. Pourquoi finalement s'y intéresser ? D'abord, effectivement, on voit les montagnes, mais on peut voir aussi les lacs qui sont quand même nombreux, très très attractifs, les cours d'eau dans lesquels on peut s'amuser dans les activités d'eau vive. Le département de l'Isère a saisi depuis plusieurs années, sous l'impulsion du président Jean-Pierre Barbier, cette question de la gestion de l'eau. L'eau est un bien qui sera de plus en plus rare, donc de plus en plus précieux. Donc le département est pleinement aux côtés des différents partenaires, des différents acteurs qui agissent sur cette question de l'eau. On pense en particulier au syndicat Gemapien. On en reparlera peut-être, mais ce sont les grands syndicats qui gèrent les milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ce sont des syndicats, il y en a 4 en Isère, qui ont des budgets très très importants parce que souvent ça nécessite des études et des travaux qui sont très coûteux. Évidemment, le département est à leur côté pour les accompagner techniquement et financièrement. Donc les syndicats Gemapiens. Ensuite, les communes, et en particulier les petites communes, les communes rurales qui n'ont pas d'ingénierie particulière. L'ingénierie du département vient en aide de ces petites communes pour les questions de préservation de la ressource en eau, les ressources notamment en été, l'eau potable, et puis pour les questions d'assainissement. Comment on a des stations d'épuration qui sont les plus vertueuses possibles. C'est le deuxième pan de la politique départementale. Et puis il y a un troisième pan de la politique départementale, c'est de venir en aide aux agriculteurs irrigants. On le sait très bien, l'agriculture est un secteur stratégique de l'économie de la France et de notre département. Et le département vient en aide à ces agriculteurs en les aidant à financer du matériel d'irrigation plus performant, plus vertueux. Donc voilà, les 3 pans sont là. Et puis il y a également cette grande étude stratégique dont on va sans doute reparler, une étude qui est menée par le département avec le soutien des services de l'État, de l'Agence de l'eau, pour avoir une vision plus précise de la gestion de la ressource en eau. Alors, ça, c'est l'avenir, mais on l'a vu cet hiver, de nombreux départements, dont l'Isère, peut-être moins que d'autres, mais ont été touchés par des inondations sur plusieurs territoires. Ça aussi, c'est une question qui interpelle le département ? Oui, contrairement à l'hiver précédent qui avait connu une sécheresse hivernale, comme on les appelle, cet hiver a été beaucoup plus humide, avec de grandes quantités d'eau qui sont tombées. On pense en novembre, décembre, des inondations qui ont eu lieu, des crues. On pense
pense à la plaine du Bouchage, évidemment, la plaine du Bouchage dans le Nord-Isère, hein, dont certains champs sont inondés volontairement par le Rhône pour protéger la métropole de Lyon. Et puis plus près de nous, autour de Grenoble, la crue de l'Isère. Et on a pu à cette occasion voir l'efficacité des dispositifs qui ont été mis en place entre Pontcharrat et la métropole de Grenoble. Tout ce dispositif Isère Amont, dont vous avez déjà parlé sur votre antenne, et qui est destiné à protéger la métropole de Grenoble des crues de l'Isère, avec des casiers d'inondation volontaires, négociés avec les agriculteurs, avec également cette plaine alluviale qu'on immerge à l'occasion pour écrêter la crue de l'Isère. Ces dispositifs sont portés par les syndicats GEMAPiens, donc, qui s'occupent de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Et là, le dispositif très coûteux, auquel le département a contribué financièrement à hauteur de 1/3 du coût des travaux, ce dispositif a parfaitement montré son efficacité. Alors vous nous parliez il y a quelques instants d'une étude. Quelle est cette fameuse étude? Qu'est-ce qu'il s'agit de savoir? Alors c'est une étude prospective sur la ressource en eau versus le réchauffement climatique. On le sait, l'eau sera de plus en plus précieuse. Il s'agit d'avoir une idée de la ressource en eau hier, aujourd'hui, et d'anticiper ce que sera la ressource en eau demain. Les données sont nombreuses. Elles sont très nombreuses, elles sont très techniques, elles émanent de beaucoup d'organismes. Il s'agit de mettre en perspective ces données, de les choisir, de les partager avec le plus grand nombre, de les objectiver de façon à pouvoir demain imaginer ce que sera la fragilité de cette ressource en eau. On fait ce travail avec un bureau d'études qui nous accompagne, avec un cofinancement des services de l'État, de l'Agence de l'eau. C'est un travail qui va prendre une bonne année parce qu'on le veut en concertation. Et cette étude devrait aboutir à des conclusions d'ici 2025. Vous avez également mis en place un comité d'usagers. Absolument. Alors cette étude, elle est encadrée par un comité scientifique d'abord, hein, avec les services de l'État, avec par exemple les spécialistes de Météo France. Donc un comité scientifique et puis parallèlement un comité des usagers de l'eau qui regroupe près de 80 organismes, associations environnementalistes, associations d'usagers, industriels, agriculteurs, pêcheurs, enfin tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par la gestion de l'eau. Ce comité des usagers, il a pour objectif précisément de confronter toutes les données qu'on va collecter, de réfléchir à l'échelle des sous-bassins versants. Il y a 11 sous-bassins versants en Isère, c'est important parce que, évidemment, on ne peut pas avoir la même réflexion dans une commune de montagne que dans la plaine de la Bièvre ou en Chartreuse ou dans la plaine du Bas-Grésivaudan. Donc ce comité des usagers, il se réunit plusieurs fois, on va le réunir 4 ou 5 fois durant l'année 2024 et puis on l'associera évidemment aux conclusions qui seront apportées à cette étude. Alors, notre belle rivière Isère, on aimerait bien qu'elle soit qu'à nous, mais elle n'est pas qu'à nous, elle traverse aussi d'autres territoires. Comment vous allez travailler ensemble? Est-ce que vous prévoyez aussi cette synergie? Alors vous le disiez, l'Isère, il faut bien le rappeler, elle part du parc de la Vanoise, elle va dans le Rhône, se jeter dans le Rhône à Valence, après avoir parcouru 300 km et après avoir collecté les eaux du Drac, qui vient lui des Hautes-Alpes. Donc vous voyez bien que les rivières, les torrents, les fleuves ne connaissent pas nos frontières administratives. Donc c'est important, vous avez raison, d'avoir une réflexion globale à l'échelle de l'ensemble du grand bassin versant de la rivière Isère. Donc avec la Savoie, avec la Drôme, avec les Hautes-Alpes, on va créer un EPTB, un établissement public territorial de bassin, pour avoir précisément cette réflexion à l'échelle du grand bassin versant de la rivière Isère, parce qu'évidemment, ce qui se passe en amont impacte forcément ce qui va en aval. Merci beaucoup Christophe Reville pour toutes ces explications sur l'eau. On aura sans doute l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro d'Isère Mag. À très bientôt. À bientôt. Changement de décor, je suis venue m'abriter à l'hôtel du département. Il est vrai qu'en ce printemps, le temps change vraiment très très vite. Dans quelques instants, je vais retrouver Céline Dolgopiatov-Burlet. Elle est vice-présidente en charge de l'environnement et de la biodiversité. Et avec elle, on va parler des ENS.
Bonjour. Vous êtes donc Madame Espace Naturel Sensible. Ma première question sera toute simple. C'est quoi un ENS ? Alors un ENS, c'est quelque chose de très simple. C'est un lieu qui a un habitat naturel remarquable, qui est remarquable d'un point de vue écologique. Et donc, on veille à ce qu'il soit soigné, préservé, qu'on puisse le faire découvrir aussi au plus grand nombre. Donc, voilà, c'est un endroit qu'on gère de façon concertée avec les parties prenantes. Donc, les pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers, les personnes qui pratiquent des loisirs. Donc, tout ça, ça se fait dans un comité de site qu'on réunit. Et en Isère, il y a 146 ENS. Alors, ce sont des ENS très variés, comme l'est le département, finalement. Exactement. Nous avons vraiment un grand nombre d'habitats naturels qui sont représentés. Donc, on peut trouver des zones humides, des tourbières, on peut retrouver quelques falaises, on va retrouver aussi des zones de pelouse sèche, donc ce sont des petites prairies. Voilà, c'est très, très varié. Vraiment, on essaye d'avoir un maillage qui soit assez représentatif de ce qu'est le patrimoine naturel isérois. Alors, ces habitats, ils abritent des espèces différentes. Il y a plein d'animaux qu'on peut découvrir. Oui, alors vous avez les odonates, ce sont les libellules, vous avez les amphibiens, vous avez les oiseaux, on retrouve tout un tas d'insectes évidemment, et puis on a aussi tout ce qui est lié au végétal, donc la flore, et nous avons aussi les différents habitats dont j'ai parlé. Donc pour vous donner un exemple, en Isère on recense 700 habitats et on en a 500 qui sont représentés dans les ENS de l'Isère. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Si on veut très se promener diversifié. dans les ENS, on est sûr de découvrir des choses qu'on n'a jamais vues. Exactement. En fait. Pourquoi c'est important pour le département de maintenir ces ENS ? Alors maintenir, et on a eu aussi, au-delà de maintenir, le souhait de faire progresser le nombre d'habitats protégés. Donc depuis 2015, c'est quelque chose qu'on a vraiment développé. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 hectares qui sont protégés dans le cadre de ce réseau. C'est assez conséquent et c'est vraiment un levier fort de notre politique environnementale, de pouvoir vraiment créer des zones de préservation pour les milieux naturels. Mais c'est aussi important parce qu'on s'en sert pour faire de l'éducation à l'environnement. Donc on accueille un grand nombre de publics sur nos ENS. Alors, le grand public, évidemment, mais aussi les scolaires. On a tout un programme dédié aux scolaires et sur une année, on va accueillir à peu près 31 000 scolaires sur le réseau des ENS et environ 4 000 personnes issues des publics un peu empêchés. Voilà, donc c'est vraiment un lieu où on va partager la connaissance et montrer ce qui est beau en Isère. Et pourquoi c'est important de maintenir ce beau dans notre département. Alors, du mois de mai au mois d'octobre, le département met en place les rendez-vous nature. Ils fêtent cette année leurs 20 ans. En quoi ça consiste ? Alors, les rendez-vous nature, ce sont des moments où les animateurs du département peuvent accueillir le public sur des rendez-vous bien spécifiques. On va être sur du partage de connaissances scientifiques, du partage il y a aussi une découverte entre le patrimoine et le milieu naturel. Il y a tout un tas de sujets qui peuvent être variés. Donc, je vous donne 2 exemples. Aux Écouges, cet été, 30 et 31 juillet, on aura une déambulation poétique, comme quoi on peut mêler aussi l'art et la nature, avec une compagnie qui s'appelle Les Entêtés. Et puis, un événement qui est très lié, on va dire, à l'animation autour de la science. Et là, on va avoir sur la Molière dans le Vercors, le 22 juin, quelque chose qui s'appelle Alpage Sentinelle et qui permet aussi de traiter de la transition climatique vraiment au cœur de l'ENS. Donc c'est un ensemble d'animations qui peut être très varié et vraiment je vous invite à vous inscrire, c'est très positif comme expérience. Pour que tous les massifs puissent être concernés, le lancement de ces 20 ans aura été donné fin mai en Chartreuse. Voilà. Merci beaucoup, ça donne vraiment très envie. Puis c'est bien aussi quand on ne peut pas forcément partir en vacances l'été, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire dans notre département. C'est des sorties découvertes qui mettent un peu d'air frais dans la tête aussi. Oui, on en a vraiment dans toute l'Isère, donc il y en a forcément un à proximité de chez vous. Merci beaucoup et toutes les informations sur ces rendez-vous nature sont donc disponibles sur le site biodiversité.isère.fr. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Moi, je vous quitte. Je vais voir si je peux retrouver un peu de soleil au lac de Paladru.
De retour au bord du lac de Paladru qui abrite à son extrémité nord un espace naturel sensible, celui du marais de la Véronnière et du Courbon. Un parcours de 1 km jalonné de 4 stations découvertes, de la faune et de la flore remarquables du site. Et si les fleurs des ENS ne vous suffisent pas, je vous rappelle que l'association Next Tape organise chaque année au doux mois de mai ou Girls of Flower Festival Hip Hop qui étoffe encore son programme pour cette année avec des invités venus de toute la planète. Et pour que le plus de monde puisse en profiter, l'événement est précédé d'une tournée des villages. C'est bien pour réviser ses gammes avant les épreuves de breakdance au JO de Paris. C'est un peu notre Babylone à nous, surplombant Grenoble et sa rivière. Les terrasses du musée dauphinois sont l'un des lieux les plus agréables de la capitale des Alpes pour flâner ou même venir écouter de la musique. Seulement, certains aménagements imaginés pour l'ouverture du musée en 1968 sont restés inachevés. Le département de l'Isère a décidé d'y remédier et de mener de vastes travaux pour installer théâtre de verdure, jeux d'échecs géants, espaces de pique-nique ou encore îlots de fraîcheur. Voyez le reportage de Camille Avon. Les jardins du musée dauphinois renaissent. Surplombant Grenoble, les jardins de l'ancien couvent devenu aujourd'hui un musée sont réaménagés. Depuis 1968, aucun travaux d'ampleur n'avait été mené sur le site. Alors avec le temps, certaines normes d'accessibilité n'étaient plus respectées. Plantation d'arbres, création d'un jeu d'échecs géant ou encore permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, le chantier a pour but d'embellir et de valoriser les jardins de l'un des 11 musées départementaux. Musées départementaux dans lesquels nous avons une attention particulière pour les jardins. Il y a bien sûr Visil, que tout le monde connaît, avec son parc. Il y a le musée Hébert, sur lequel nous développons aussi le parc. Il y a le petit jardin de Saint-Antoine-l'Abbaye et puis ici les jardins du musée dauphinois. Des nouveaux jardins que les 70 000 visiteurs annuels du musée pourront contempler. Un chantier vaste mais également compliqué puisque l'accès aux 7 terrasses est restreinte. 18 mètres de dénivelé séparent la terrasse du haut de celle du bas. Alors pour transporter les matériaux plus facilement et rapidement, des opérations d'élitreuillage ont lieu. Mais ce n'est pas tout, d'autres moyens ont été trouvés pour faciliter les travaux. On s'est servi de pèse araignées, de treuils. En fait, il a fallu être très ingénieux. C'est pas un chantier comme d'habitude, c'est un chantier sans accès. Mais ce n'est pas tout. Les équipes chargées de la rénovation doivent veiller à ne pas dénaturer le site car celui-ci est classé au titre des monuments historiques, une contrainte supplémentaire. C'est un jardin classé, c'est très rare. En général, on classe les bâtiments, donc c'est une protection très forte. Sauf que nous, on travaille sur le vivant. Donc c'est pas évident de travailler sur quelque chose de classé, donc qui est mis sous cloche, et de travailler avec le vivant. Une seconde intervention débutera en 2026 pour permettre de rendre l'entièreté du musée accessible. Le coût total des travaux s'élève à près de 1,2 million d'euros. On ne les voit pas depuis les jardins, mais les réserves du musée dauphinois vont se voir également offrir un nouvel écrin. Comme les autres collections des musées départementaux, elles seront accueillies dans quelques mois dans de nouveaux bâtiments à Saint-Martin-d'Hères. Parcourir les réserves à la recherche d'une idée pour créer une nouvelle exposition, c'est ce qu'a fait l'équipe du musée Champollion à Vif qui a décidé de mettre en avant les dieux et déesses d'Égypte. Parce que c'est un peu grâce à eux finalement que Jean-François Champollion a réussi à percer le mystère des hiéroglyphes. Il s'est d'ailleurs attelé dans la foulée à la réalisation d'un panthéon égyptien qu'il ne pourra malheureusement pas achever. Voyez le reportage de Lina Badreddine. Oh, des roseaux sauvages comme sur le Nil! Au début du 19e siècle, les dieux et déesses d'Égypte n'étaient connus qu'à travers les récits des Grecs et des Romains de l'Antiquité. Jean-François Champollion va découvrir leur histoire dans des ouvrages. Au musée qui porte son nom, l'exposition Dieux et déesses d'Égypte, le Panthéon de Champollion, aborde les divinités égyptiennes d'après l'étude qu'il en a faite.
En 1823, Champollion annonce la publication d'un panthéon égyptien. Donc nous sommes tout juste 7 mois après le déchiffrement des hiéroglyphes et il pense déjà tout comprendre de la religion des anciens Égyptiens. Il annonce cette publication qui va comprendre 200 planches illustrées et 400 pages de commentaires de texte dans laquelle il veut aborder tous les dieux et toutes les déesses égyptiennes. Et au fur et à mesure de ses déplacements, des antiquités qu'il découvre et de ses découvertes, Champollion va compléter et parfois même corriger les précédentes livraisons du Panthéon. C'est donc un ouvrage en constante évolution qui va vraiment renouveler la connaissance des dieux et déesses égyptiens. Pour Champollion, seuls les objets et les monuments égyptiens sont susceptibles de pouvoir illustrer son panthéon. Il part donc en quête d'antiquités en tout genre qui lui serviront de modèle. Il va par exemple trouver sur un relevé d'une tombe un motif qui représente une déesse cobra. Il n'arrive pas à lire son nom à ce moment-là, mais il comprend que c'est une déesse tutélaire, protectrice de Basse-Égypte, représentée avec sa couronne rouge et ses papyrus. Et ainsi, de fil en aiguille, Champollion collecte, étudie différentes divinités, il déchiffre leurs noms, il restitue leur rôle, leur fonction et complète ainsi son panthéon. Le panthéon égyptien a été interrompu par la mort prématurée de Champollion, ce qui explique l'absence dans cet ouvrage inachevé de noms connus comme ceux d'Isis ou Osiris. La dernière section de l'exposition ouvre donc des perspectives sur les recherches égyptologiques ultérieures. Et les plus jeunes pourront même réaliser leur propre petit panthéon. C'est pas facile, mais je crois que je viens de trouver Hathor, c'est la vache sacrée. L'histoire ne dit pas si son lait servait à faire du fromage, pourtant ce serait justement dans une tombe datant de 3200 ans près du Caire qu'aurait été retrouvé le plus vieux fromage du monde. Alors évidemment, ça fait un peu loin, c'était pas un Saint-Marcelin qui fête en 2024 les 10 ans de son IGP, indication géographique protégée, un label qui protège une zone de production et garantit un savoir-faire historique. Soutenu par le département, le comité du Saint-Marcelin et du Saint-Félicien organise des manifestations gourmandes toute l'année. Et bien d'autres propositions de sortie vous attendent en Isère en ce moment, comme jusqu'au 21 juillet au musée de Grenoble, une exposition exceptionnelle consacrée au peintre catalan Joan Miró, baptisé un brasier de cygne, plus de 130 œuvres prêtées par le Centre Pompidou de Paris et qui permettent de faire rayonner ses collections durant ses travaux de rénovation. Pour admirer le célèbre triptyque des Bleus, les peintures de rêve, les peintures sauvages, de quoi s'en faire tout un miromonde. Si pour vous le rêve, c'est de vous en mettre plein les oreilles au cœur d'un environnement naturel préservé, le Vercors Music Festival fête ses 10 ans du 5 au 7 juillet sur le plateau des 4 montagnes à Autran. Une programmation éclectique entre Kezia Jones, Massilia Sound System, les Vampas, Asian Dub Foundation ou encore Flavia Coelho. 14 concerts au total, mais aussi un Vercors Summer Camp pour profiter des richesses naturelles du plateau. Sans oublier Jazz à Vienne du 27 juin au 12 juillet. À l'affiche de cette 43e édition, Diana Krall, Yuri Buenaventura, Trombone Shorty, Jeanne Haddad, Popa Chubby ou encore un hommage à Claude Nougaro. Ça c'est pour le théâtre antique, mais c'est toute la cité qui vibrera au son du jazz grâce à un millier d'artistes qui se produiront dans 33 lieux différents. Plus sportif, mais toujours à la découverte des superbes paysages de notre département. Cette fois entre Matésine et Trièves, le trail des passerelles du Monténard, qui aura lieu du 6 au 14 juillet. Un trail unique en Europe avec 2 passerelles himalayennes. Trail de 13 à 62 km, mais aussi rando, courses pour enfants, des rendez-vous pour les petites et les grandes, voire les très grandes formes. Mais la plus belle course en ce moment dans le département, c'est bien sûr le relais Isère Terre de Jeux. L'arrivée est prévue au domaine de Visil le 26 juillet. Ce sera le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. En attendant, vous pouvez aussi suivre le parcours sur le site sport.isère.fr à la rubrique Actualité et Relais Isère Terre de Jeux. Pour
pour nous, les jeux sont finis. On referme ce 45e numéro d'Isère Mag. Moi, je vais partir avec Faustine sur les eaux bleues du lac de Paladru. Je vous dis à très bientôt. Isère Mag, vous pouvez le retrouver dans le magazine, dans l'hôtel du département, dans l'une des 13 maisons du département. Et puis également en ligne sur isère.fr. À très bientôt. Allez, on y va, Faustine. Dans quel sens? Allez, on avance.